Aujourd'hui, le sujet à la mode, mais on va voir pour quelle bonne raison il est à la mode, ce sont les bactéries qui composent le microbiote intestinal. Et on a la chance d'avoir parmi nous ce soir le professeur Harry Sokol, à qui je vais laisser la parole. Harry, qui est professeur de gastro-entérologie et nutrition, et le et nutrition, à mon avis, va avoir beaucoup d'importance ici, à l'hôpital Saint-Antoine de la PHP. Harry, je vous laisse avec le public. Merci Rodolphe, bonsoir à tous, je suis très content d'être parmi vous pour vous parler de microbiote intestinal. Donc effectivement, je suis gastro-entérologue, donc je vais vous parler de maladies intestinales, mais vous allez voir pas seulement, puisque aujourd'hui on se rend compte que ce microbiote, il est connecté à énormément d'organes différents. Alors juste quelques images pour vous rappeler un petit peu ce que Patrick vous a déjà dit. Si on met face à face finalement nos propres cellules, notre corps humain et les bactéries, et pas seulement, tous ces micro-organismes qui vivent dans notre intestin. Un être humain classique, c'est 70 kg à peu près, 2 kg de microbiote en face. 10 puissance 13 cellules, c'est-à-dire 10, alors plutôt 1 avec 13 zéros derrière, c'est le nombre de cellules que l'on a dans le corps. 10 puissance 14 micro-organismes, c'est-à-dire 1 avec 14 zéros derrière, c'est-à-dire 10 fois plus de bactéries que de cellules. Dans 1 gramme de matière fécale, on représente bien ce que c'est qu'un gramme de matière fécale, c'est pas grand-chose, il y a 100 milliards de micro-organismes. Notre génome humain, évidemment, on n'a qu'un seul génome humain. Si l'on met bout à bout les gènes des bactéries que l'on a dans un intestin, ça représente 150 fois le génome humain. Et donc ça vous donne une idée des capacités fonctionnelles qui existent dans notre intestin. Dans notre intestin, il y a des bactéries, et c'est vraiment l'essentiel, en tout cas en nombre, des habitants. Mais il y a d'autres micro-organismes, des levures, des champignons, et certes, il y a moins de champignons que de bactéries, mais si vous mettez côte à côte une bactérie et un champignon, vous vous rendez compte qu'un champignon, c'est beaucoup plus gros qu'une bactérie. C'est aussi beaucoup plus complexe, puisque les champignons sont des cellules eucaryotes, c'est-à-dire comme nos propres cellules, et donc elles sont capables de faire beaucoup de choses. Et donc même si en nombre, elles sont nettement moins importantes que les bactéries, leur rôle dans notre santé est probablement très important. Et puis des virus, particulièrement ce que l'on appelle des phages, ce sont des virus particuliers qui ciblent les bactéries de l'intestin, et on pense aujourd'hui que ces phages peuvent réguler les populations bactériennes un petit peu comme des prédateurs peuvent réguler des proies dans un écosystème. Et puis ce qui rend les choses encore plus complexes, c'est que tous ces habitants, eh bien, ils ne sont pas isolés, ils se parlent, ils ont des interactions, et aujourd'hui, donc, on sait que les phages ont un impact sur les bactéries, que les bactéries ont un impact sur les champignons, et inversement, et donc ce qui rend le système vraiment très complexe. Alors ce microbiote, comme on l'a dit, il joue un certain nombre de rôles pour notre propre santé. D'abord, des fonctions métaboliques. Donc Patrick vous a parlé notamment de la capacité de ces bactéries à digérer un certain nombre d'éléments, et notamment ce qu'on appelle les fibres alimentaires, vous en entendez parler très souvent. Eh bien, toutes les fibres sont digérées par les bactéries. Nous n'avons pas, nous, les enzymes dans nos cellules capables de les digérer, et ce sont les bactéries qui le font pour nous. Bien sûr, elles prennent une commission en termes d'énergie, on peut dire, mais elles nous donnent comme résultat ce que l'on appelle des acides gras à chaîne courte, un type d'acide gras particulier qui va non seulement nourrir notre intestin, mais aussi avoir un effet au niveau énergétique sur l'ensemble de notre corps. Un rôle, comme vous l'a dit Patrick aussi, sur les fonctions immunitaires. On peut se dire que les bactéries dans l'intestin, c'est assez attendu qu'elles peuvent avoir un effet sur l'immunité dans l'intestin. Mais plus intéressant et plus inattendu, elles ont un effet sur l'immunité partout dans notre corps, y compris jusque dans la moelle osseuse, qui est, comme vous le savez probablement, l'usine où sont fabriquées les cellules, la majorité des cellules immunitaires. Un rôle dans ce que l'on appelle le maintien de la fonction barrière de l'intestin, puisque l'intestin, il a deux fonctions. Bien sûr, il sert à absorber les calories, et donc d'une certaine manière, il doit être poreux, il doit être capable d'absorber ces calories de l'alimentation, mais en même temps, c'est une surface d'échange avec le monde extérieur, et donc potentiellement une surface qui peut être agressée, que ce soit par des allergènes, mais aussi par des bactéries pathogènes, des bactéries infectieuses. Et donc,
cet intestin doit aussi être imperméable à certaines de ces agressions. C'est ce qu'on appelle la barrière intestinale. Et le microbiote joue un rôle très important pour maintenir cette barrière intestinale par différents mécanismes, notamment en faisant sécréter des anticorps dans l'intestin, en induisant également la production d'antibiotiques naturels par nos propres cellules et qui jouent un rôle justement pour se défendre, notamment contre certaines infections. Vis-à-vis des pathogènes, justement, le microbiote joue un rôle vraiment très important de protection, puisque finalement, si on a énormément de bactéries dans l'intestin, eh bien elles prennent déjà de la place. Et si elles prennent la place, ça veut dire qu'elles utilisent des nutriments, elles utilisent des récepteurs, et ces nutriments et ces récepteurs déjà utilisés par nos gentilles bactéries sont autant de nutriments et de récepteurs qui ne sont pas disponibles pour des pathogènes que l'on va pouvoir ingérer. Et donc il a été très très bien montré que paradoxalement, une prise d'antibiotiques vous rend plus susceptible à une infection intestinale. Et pourquoi est-ce que ça vous rend plus susceptible à une infection intestinale? C'est parce que ça détruit en partie votre microbiote intestinal, et que donc une bactérie pathogène que l'on va ingérer au même moment aura énormément de place pour se développer, et donc pourra causer une maladie. Quelque chose de plus étonnant, le microbiote joue un impact sur le fonctionnement de notre cerveau. Alors ça peut paraître un peu farfelu, mais finalement on sait déjà qu'il existe des communications nerveuses très denses entre l'intestin et le cerveau, et vous avez qu'à demander à un étudiant qui passe à un examen, il vous dira qu'il a mal au ventre, et donc ça c'est bien une communication entre le cerveau et l'intestin, et les communications nerveuses vont également dans l'autre sens. Mais pas seulement. Tout à l'heure je vous ai dit qu'on avait des capacités fonctionnelles dans notre microbiote qui étaient énormes, et donc ces bactéries, tous ces micro-organismes vont produire une quantité de molécules très importantes et aussi très diverses. Ces molécules, si elles sont produites dans l'intestin, qui est un organe fait pour absorber, eh bien elles vont être absorbées dans le sang, elles vont passer dans le foie, et certaines de ces molécules vont pouvoir atteindre tous les organes de notre corps, y compris le cerveau, pour certaines qui peuvent même passer vraiment dans le cerveau. Et si elles passent dans le cerveau, elles peuvent avoir des effets. Juste un élément pour illustrer ce phénomène, on estime aujourd'hui que si dans notre sang, dans le sang d'un humain normal, 30% des molécules sont dérivées des micro-organismes que l'on a dans l'intestin. Ce qui veut dire que vraiment, non seulement on vit avec, mais on est en fait imbibé par le monde microbiote. Pourquoi le microbiote c'est intéressant à étudier? Parce que c'est le double miroir à la fois de notre propre génétique, puisqu'on sait aujourd'hui que notre génétique a un impact sur la forme, la composition, les fonctions de notre microbiote intestinal, et c'est aussi le reflet de toute l'exposition à l'environnement. Et parmi les facteurs d'environnement, il y en a qui sont évidents. Si vous avez déjà pris des antibiotiques, vous avez fait l'expérience vous-même des effets que peuvent avoir les antibiotiques sur votre microbiote intestinal, et ce n'est pas un effet agréable. Mais on sait aujourd'hui que d'autres médicaments, par exemple les antiacides que l'on prend pour les brûlures d'estomac, ont aussi des effets sur le microbiote. Une infection peut avoir un effet, le tabac, l'âge, alors ça on ne peut pas y faire grand-chose malheureusement. Le mode d'accouchement a un effet important. Patrick vous a dit que, évidemment, on ne rencontre pas les mêmes bactéries quand on est par césarienne ou par voie basse. Quand on va naître par voie basse, on va rencontrer des bactéries de la filière vaginale de la mère et aussi des bactéries intestinales, alors que quand on va naître par césarienne, on va rencontrer des bactéries de la peau et puis de la salle d'opération. Et puis bien sûr, le mode d'alimentation a un impact majeur, et ça on le connaît très bien. Comme l'a dit Patrick, si on regarde les populations japonaises, le microbiote est différent. Il suffit de regarder des végétariens, leur microbiote est complètement différent d'omnivores, puisque les bactéries qui vont être sélectionnées pour rester dans l'intestin sont celles qui sont capables d'utiliser tous ces végétaux. D'un point de vue médical, toutes ces capacités du microbiote, cette très très grande biodiversité, cette capacité des bactéries à s'adapter à tout changement d'environnement, et ça on le sait, puisque si vous regardez juste à la surface de la Terre, n'importe quel écosystème, n'importe quel endroit sur la Terre, que ce soit des zones extrêmement froides, extrêmement chaudes, même exposées à des radiations, eh bien vous allez trouver des bactéries. Parce qu'elles sont capables de s'adapter, et elles s'adaptent très vite au changement d'environnement. Et donc, ce que l'on pense, c'est que si ces bactéries peuvent s'adapter très vite au changement d'environnement, eh bien, elles pourraient représenter des biomarqueurs, c'est-à-dire des éléments qui vont varier très tôt dans l'évolution d'une maladie. Et donc, on pourrait imaginer les utiliser, ces bactéries dans l'intestin, ce microbiote,
comme marqueur diagnostique, par exemple pour détecter très très tôt un cancer du côlon ou même un polype dans l'intestin. Et il y a déjà des données qui vont dans ce sens-là. Et on peut même imaginer utiliser le microbiote comme marqueur pronostique, c'est-à-dire vraiment pour prédire l'évolution d'une maladie, l'aggravation d'une maladie, ou au contraire le fait qu'une maladie va rester très calme, bénigne, et même pour prédire la réponse au traitement que l'on va pouvoir donner aux patients. Et ça, c'est vraiment quelque chose de clé, puisque aujourd'hui, quand on est face à un patient qui a une maladie donnée, on a souvent un choix possible de traitement, et on a assez peu d'éléments pour se guider, pour guider le médecin, et pour choisir quelle molécule doit être utilisée. Et donc aujourd'hui, on pense que le microbiote pourrait également servir à ça. Donc si ce microbiote il a ces fonctions si importantes pour le maintien de notre santé, forcément, s'il est anormal, si sa composition, ses fonctions sont anormales, eh bien c'est tout à fait logique de penser qu'il peut avoir un rôle dans le développement de certaines maladies. Et aujourd'hui, ici je vous ai mis quelques exemples, mais notamment un rôle dans le diabète et l'obésité, un rôle dans les maladies inflammatoires de l'intestin comme la maladie de Crohn, et même dans les maladies neuropsychiatriques, l'autisme bien sûr, mais l'anxiété, la dépression, et la liste n'est pas limitative. Aujourd'hui, le nombre de maladies dans lesquelles on pense que le microbiote joue un rôle est très important. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que le microbiote joue un rôle très important dans toutes ces maladies. Peut-être que le rôle, c'est probable, est variable d'une maladie à l'autre, mais clairement, on pense que c'est un acteur qui doit être pris en compte. Dans toutes ces maladies qui sont des maladies complexes, on ne parle pas d'une maladie simple, on parle de maladies complexes. Quand on parle de diabète, ce sont des maladies complexes. Il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs génétiques, et il y a le microbiote qui peut être impliqué. Et aujourd'hui, on pense que certains facteurs environnementaux et certains facteurs génétiques pourraient influencer ces maladies via un effet sur le microbiote. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que le microbiote est responsable de tout. Il y a d'autres facteurs qui influent sur ces maladies indépendamment du microbiote, mais néanmoins, dans un certain nombre de maladies, ce microbiote semble vraiment un carrefour important. Alors, pour comprendre le rôle du microbiote, il faut comprendre le concept de dysbiose. Dans notre intestin, il y a un équilibre. Malgré le fait qu'il y ait ces milliards et milliards de micro-organismes, normalement, on n'a pas d'inflammation dans l'intestin. Tout ça est tout à fait calme, et c'est d'ailleurs assez étonnant qu'on soit immunologiste ou bactériologiste. C'est très très étonnant de se rendre compte de ça. Et en fait, ça c'est lié au fait qu'on a des populations bactériennes différentes qui jouent des fonctions différentes. Certaines bactéries vont avoir des effets de stimulation de l'immunité. Certains diront pro-inflammatoire, mais ce n'est pas complètement vrai, parce qu'on a besoin que notre immunité soit stimulée pour qu'elle soit éduquée, par exemple, pour répondre à une infection. Et puis, on a également des bactéries qui sont là plutôt avec des fonctions régulatrices, qui vont calmer le système immunitaire. Et lorsque l'on a le bon mélange de bactéries et les bonnes fonctions bactériennes, et bien globalement, on a la paix dans notre intestin. Ce qui peut se passer dans certaines pathologies, et là j'ai pris l'exemple de l'inflammation parce que c'est très imagé, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres situations, on peut avoir un déséquilibre dans les populations bactériennes au profit de populations pro-inflammatoires comme ici montré, et au détriment de bactéries anti-inflammatoires. Et donc si on a ce déséquilibre dans les populations microbiennes, eh bien on pense que ça pourrait jouer un rôle dans l'initiation, le maintien ou l'aggravation d'un certain nombre de pathologies. Maintenant qu'on a planté ce décor, en tant que médecin, ce que l'on voudrait, c'est jouer sur ce nouvel acteur pour essayer d'aider les patients. C'est un acteur qui est finalement oublié depuis de nombreuses années. Est-ce qu'on ne pourrait pas jouer sur cet acteur des maladies dans un but thérapeutique? Donc pour ça, on a plusieurs stratégies possibles. Première stratégie, les antibiotiques. Taper de manière un petit peu non spécifique sur les bactéries de l'intestin. Et ça a certains effets bénéfiques dans certaines maladies de manière le plus souvent transitoire et malheureusement aussi associée à un certain nombre d'effets secondaires. Donc les antibiotiques pour des maladies chroniques de toute la vie, aujourd'hui on a quand même du mal à imaginer que ça soit une solution. Ça peut aider de manière transitoire, mais pas de manière chronique. Les probiotiques, alors aujourd'hui on connaît les probiotiques classiques, qui sont pour la plupart d'entre eux issus de la fermentation des produits laitiers. Ils peuvent avoir des effets intéressants dans certains cas, essentiellement la diarrhée liée aux antibiotiques,
justement, c'est là où c'est vraiment dans cette indication où certains de ces probiotiques, pas tous encore, ont des effets reconnus, mais le plus souvent dans les maladies graves dont on parle ici, les effets sont vraiment très très limités. Une autre stratégie qui est vraiment en cours de développement, diapo en arrière, excusez-moi, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des probiotiques de nouvelle génération. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre des bactéries issues de la fermentation de produits laitiers, eh bien on va prendre des bactéries venant du microbiote intestinal, qui sont adaptées à l'intestin et qui ont des fonctions, toutes celles dont je vous ai parlé précédemment, qui peuvent agir sur la santé. Et donc aujourd'hui, il y a un grand effort de recherche qui est fait pour isoler ces bactéries avec des effets sur la santé, les sélectionner de manière rationnelle et les mettre dans des gélules ou dans des sachets pour les donner comme probiotiques de nouvelle génération. Donc ça, c'est énormément de travaux de recherche qui sont en cours et dont on verra les résultats dans les 5 ans à venir, à mon avis. Et puis après, il y a une approche qui est plus drastique, c'est la transplantation de microbiote fécal. Donc la transplantation fécale, qu'est-ce que c'est? Le concept, il est très simple. C'est remplacer un microbiote anormal par le microbiote d'un sujet sain. D'un point de vue conceptuel, c'est très simple. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Mais néanmoins, c'est aujourd'hui utilisé de manière tout à fait classique et en routine dans une seule pathologie, une seule maladie, qui est l'infection à Clostridium difficile. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Clostridium difficile, c'est une bactérie que certains d'entre nous portent dans leur intestin à un tout petit niveau, mais qui peut s'activer, se réveiller, particulièrement lorsqu'on prend des antibiotiques. En prenant des antibiotiques, on va taper, abîmer notre microbiote intestinal normal, ce qui va laisser de la place à des bactéries potentiellement méchantes, comme celle-ci, qui peut soit déjà dormir dans notre intestin, soit avec laquelle on peut se contaminer à cette occasion. Et donc s'il y a de la place pour se développer, cette bactérie va se multiplier dans notre intestin et être responsable d'une infection qui est potentiellement grave, il y a une mortalité très importante, et surtout, son problème particulier, c'est que le traitement de cette infection, paradoxalement causé par les antibiotiques, c'est de donner d'autres antibiotiques pour taper sur cette bactérie. Mais en tapant sur cette bactérie, certes on tape dessus, mais on tape aussi sur le microbiote environnant, et la conséquence, c'est qu'il y a un risque de récidive à l'arrêt du traitement qui est très important, et on arrive assez vite dans un cycle de multirécidive où les gens arrêtent le traitement et rechutent immédiatement. Et dans cette situation-là, le meilleur traitement qui existe aujourd'hui, c'est la transplantation fécale. On va apporter massivement et d'un seul coup un microbiote normal qui va occuper la place dans l'intestin et le Clostridium difficile ne va plus pouvoir se développer. Donc ça a vraiment été une révolution. Le traitement classique de ces infections récidivantes marche dans 20 à 30% des cas. L'infection à Clostridium difficile est traitée par transplantation fécale, c'est entre 90 et 100% d'efficacité. La PHP est clairement en France un leader dans cette pratique de soins. C'est la plus forte activité en France de transplantation fécale dans le cadre du soin. Moi-même, en tant qu'acteur dans ce domaine, j'ai créé le groupe français de transplantation fécale qui est coordonné au niveau de la PHP, qui édicte des règles de bonnes pratiques au niveau national et qui sont vraiment opposables pour tous les médecins qui veulent faire cette pratique en France. À côté de ça, à côté du Clostridium difficile, il y a toutes les autres maladies dont je vous ai parlé, qui sont peut-être intéressantes à traiter par la transplantation fécale. Et donc pour cela, à la PHP, on est aussi très actif. On a fait une étude qui vient de se terminer dans la maladie de Crohn, et qui était la première étude faite sur la transplantation fécale, toute pathologie confondue en France. Donc vraiment la première étude. D'ailleurs, on a eu un certain nombre de difficultés réglementaires associées. Il a fallu convaincre les autorités de santé que ça valait le coup de faire ce genre d'études. Et là, par exemple, on va commencer une étude multicentrique nationale, donc vraiment sur l'ensemble du pays, concernant la rectocolite hémorragique, et ça devrait commencer début 2018 grâce à un financement qu'on a pu obtenir. À côté de ces études, notamment dans les maladies inflammatoires de l'intestin, pour lesquelles on a un vrai signal positif, il y a un certain nombre de résultats qui sont prometteurs, ou alors d'études qui sont en cours dans d'autres pathologies dont je vous ai parlé précédemment, que ce soit des maladies inflammatoires, le syndrome de l'intestin irritable, des maladies neuropsychiatriques. Il y a quelques signaux qui sortent, qui sont intéressants dans l'autisme par exemple, ou dans la dépression.
En hématologie, lorsque l'on fait des greffes de moelle osseuse, cette fois-ci on n'est plus dans la greffe fécale, mais il y a un intérêt probablement à faire de la transplantation fécale aussi. Et puis, Patrick vous a parlé des bactéries multirésistantes, des bactéries résistantes aux antibiotiques. On a un certain nombre d'éléments aujourd'hui pour penser que ces bactéries multirésistantes qui sont dans notre intestin, eh bien on peut les éradiquer en faisant de la transplantation fécale. Donc là aussi c'est un espoir vraiment, vraiment très important. Donc en conclusion, ce microbiote intestinal qu'on redécouvre finalement aujourd'hui, aujourd'hui on considère que c'est vraiment un nouvel organe. Un certain nombre de gens parlent d'organes cachés parce qu'on ne le connaissait pas jusqu'à présent et puis il n'est pas accessible comme ça de manière simple. J'espère vous avoir convaincu que c'est un acteur majeur de notre santé. D'un point de vue médical, quand on s'intéresse à la pathologie, à la maladie, aujourd'hui on pense vraiment que ce microbiote pourrait être un biomarqueur extrêmement performant dans énormément de circonstances, que ce soit pour le diagnostic et le pronostic, et on a vraiment des arguments pour le penser. Il y a des premiers travaux qui le montrent, que ce soit pour le cancer du côlon, pour la réponse aux traitements anticancéreux, pour la réponse aux traitements anti-inflammatoires dans un certain nombre de pathologies. Et puis, ça pourrait être également vraiment une source de nouveaux traitements, c'est-à-dire pas seulement une cible des traitements, mais vraiment une source de traitement, en prenant, alors soit en utilisant la transplantation fécale dont je viens de vous parler, ou en utilisant ces probiotiques de nouvelle génération, c'est-à-dire des micro-organismes que l'on a isolés à partir d'un microbiote normal, sélectionnés sur des critères scientifiques, médicaux et biologiques, et que l'on va pouvoir réadministrer à des patients pour exercer ces effets. Enfin, la dernière étape du processus sur laquelle on peut se projeter, c'est l'utilisation de molécules produites par ces micro-organismes, puisque certaines de ces molécules produites par les micro-organismes sont responsables d'effets sur notre santé, et donc on pourrait tout à fait finalement utiliser des molécules que l'on pourrait après d'ailleurs reproduire chimiquement et les utiliser comme des médicaments assez classiques. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Harry. On ne voudrait pas trop dépasser l'horaire qu'on s'était donné pour terminer cette conférence, mais évidemment, on ne veut pas créer trop de frustration. Est-ce qu'il y a des questions pour le professeur Harry Sokol? Allez, je monte. Merci beaucoup pour ce topo très clair. J'ai une question concernant l'alimentation. Est-ce que vous avez des exemples où certains patients que vous voyez en consultation, où en leur donnant des conseils alimentaires, vous arrivez à faire régresser certaines maladies? Alors, oui et non. Il y a des circonstances où l'alimentation est vraiment clé. Bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Les maladies métaboliques, c'est diabète, obésité, avec des consignes diététiques, on peut vraiment faire améliorer les choses, en sachant que changer le comportement alimentaire des gens, c'est quand même pas simple. Vraiment pas simple. Il y a d'autres circonstances où l'alimentation a un rôle. Alors moi, je suis gastro-entérologue, particulièrement expert sur la maladie de Crohn, et le fait de changer l'alimentation dans certaines circonstances, et peut-être mon collègue pédiatre en parlera après, et de donner une alimentation simplifiée, entre guillemets, a un effet anti-inflammatoire sur l'intestin, sans qu'on comprenne bien pourquoi d'ailleurs. Et d'ailleurs, peut-être que ce n'est pas lié au microbiote. Ça, on ne sait pas bien. À côté de ça, il y a un certain nombre d'études dans plusieurs pays qui cherchent à avoir un impact sur la maladie en modifiant l'alimentation, avec comme rationnel l'idée que dans tous ces produits transformés que l'on mange, il peut y avoir des éléments pas très bon pour notre microbiote, et ça a été montré en tout cas chez la souris, pour ce qui est de l'inflammation intestinale de manière assez claire. Merci. Une autre question, on en prendra une dernière après. Et vous avez le temps de cocktail qui va être un peu écourté, je vais vous en parler après, mais on a voulu maintenir le cocktail quand même. Bonsoir, en fait, je voulais savoir comment on choisit des faisselles saines, en fait, parce qu'on connaît le problème de la transplantation, le prélèvement sanguin en tout cas, donc comment on agit sur Excellente question. Donc en fait, il y a deux aspects. D'abord, il y a un aspect de sécurité, on va dire, infectieuse. Et donc, on fait des tests comme pour une prise de sang, sauf de la même manière que pour un don du sang, sauf que l'on va tester beaucoup plus de choses. En gros, on teste la même chose que pour un don du sang, mais aussi
un certain nombre de bactéries et de virus qui peuvent se trouver dans l'intestin et donc potentiellement être transmis par ce biais-là. Avec la limite des connaissances actuelles, jusqu'à présent, en suivant ce genre de test de dépistage, on n'a pas eu de problème particulier. Mais j'allais dire, ça c'est la partie simple du problème. La partie compliquée, c'est de savoir s'il y a des bons microbiotes et des mauvais microbiotes. Pour l'infection à Clostridium difficile, honnêtement, ce n'est pas un vrai problème, parce que comme vous l'avez compris, ça marche dans quasiment tous les cas. Donc, ce n'est pas un vrai problème. En revanche, par exemple, pour les maladies inflammatoires de l'intestin, où ce sont les pathologies dans lesquelles on a le plus de données aujourd'hui, eh bien, on s'est rendu compte que les donneurs n'étaient pas égaux, même si on les teste pour le côté infectieux. Et aujourd'hui, on n'est pas vraiment capable de savoir ce qu'est un bon microbiote par rapport à un mauvais. Probablement que la diversité du microbiote, c'est-à-dire le nombre d'espèces bactériennes différentes, est un marqueur de bon microbiote, mais c'est quand même un marqueur assez rudimentaire. Donc ça, c'est vraiment l'objet des recherches actuelles, de comprendre ce qu'est un bon d'un mauvais donneur. Et d'ailleurs, c'est la première étape pour aller identifier les bons micro-organismes, des mauvais micro-organismes qu'on pourra secondairement utiliser dans ces probiotiques de nouvelle génération dont je vous parle. Alors moi j'ai une dernière question, puisque j'ai le micro, je le garde. On n'a pas beaucoup de temps, mais c'est une question qui est importante. On a vu qu'il y avait beaucoup d'espoir, on a vu qu'en même temps il ne fallait pas non plus voilà, tirer les dents sur un comète incroyable. On fait quoi là aujourd'hui pour que demain on avance mieux, plus vite, et que ces espoirs-là on puisse enfin valider si oui ou non ce sont des pistes et des hypothèses qui sont viables? Alors il y a deux aspects. L'aspect biomarqueur qui est vraiment clé, parce qu'encore une fois, guider les traitements aujourd'hui c'est majeur, et vraiment je peux vous dire que si vous parlez à un médecin qui a un choix entre différentes molécules, ben souvent il fait un choix de manière, je ne dirais pas qu'il lance une pièce en l'air, mais c'est parfois pas très loin de ça, et donc pouvoir guider le traitement et donc éviter d'utiliser un traitement qui ne marche pas chez un patient et passer directement à un autre traitement, ça serait vraiment très utile. Et donc pour ça, ce que l'on a besoin, c'est des échantillons de bonne qualité. Et un des éléments majeurs, et c'est ce dont vous avez parlé Patrice, c'est que ces bactéries de l'intestin, elles meurent dès qu'on les sort de l'intestin pour beaucoup d'entre elles. Et donc on a besoin de méthodes de conservation très standardisées, très précises, de très bonne qualité et faites toujours de la même manière. Et ça, une fois qu'on les a échantillonnés comme ça, on doit aussi les conserver toujours de la même manière et après les analyser toujours de la même manière, sinon la recherche a assez peu de valeur en fait. Et ça, c'est vraiment un challenge très compliqué. Et donc, c'est un des vrais besoins qu'on a, c'est de pouvoir avoir une banque d'échantillons de selles de patients de très bonne qualité et prélevés de manière très rigoureuse. Donc ça, c'est un vrai premier élément. Et puis après, non seulement c'est un élément pour le côté biomarqueur, mais c'est aussi ce qui va nous permettre d'identifier les micro-organismes intéressants qui pourront être utilisés dans la thérapeutique ultérieure. Et le deuxième aspect, c'est la transplantation fécale. Pour la recherche, aujourd'hui, faire une étude sur la transplantation fécale, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment le parcours du combattant. Et donc là aussi, on a vraiment des besoins pour simplifier tous les processus, probablement développer une banque de selles, mais cette fois-ci une banque de selles pour la transplantation fécale, pour pouvoir faire de la recherche plus facilement. Merci pour ces précisions et puis bravo.